En fait, Mulan a connu tout le monde hors champ dans cette série. Ok. Donc ouais, l'histoire d'aujourd'hui sera centrée sur Rouge. Et ça a plutôt l'air d'être un épisode d'au revoir pour le personnage qu'autre chose, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, sait-on jamais, quoi qu'il en soit, ouais. Elle est toujours à la recherche de sa meute, sa famille à retrouver et tout, auprès de Mulan qui l'accompagne. Et ils se sont retrouvés à Oz, parce que ouais, pourquoi pas Oz. Et alors qu'elle recherche et que Rouge a encore perdu la trace de sa meute, ça veut dire qu'elle existe, techniquement, quoi. Parce qu'elle arrête pas de dire, ah, je sens la présence de ma meute, mais oui, mais non. À plusieurs reprises, elle dit ça, et je sais pas, apparemment, elle existe, sa meute, mais elle veut pas la voir. Bah, sans doute par rapport à ce qu'elle a fait à sa mère, c'est pas impossible. Hein. Dans le flashback d'il y a très longtemps, ils se souviennent encore de ça, ils sont rancuniers, c'est logique, hein, c'est plausible. Mais voilà, quoi, en recherchant sa meute, il tombe sur Toto, hein, le chien de Dorothy, et Mulan le reconnaît. Que ça. Ah ouais, je me souviens par cœur de ce chien, on a vécu une aventure extraordinaire ensemble. Ouais, enfin bon, Mulan le reconnaît, il y a Dorothy qui arrive juste après, et elle est un peu suspicieuse, tout ça, mais Mulan lui dit, ah c'est bon, tu peux nous faire confiance et tout et tout. Et alors qu'ils partent à la recherche de Toto qui s'est enfui quelque part pour le plaisir apparemment. Je sais pas, il s'est barré dans un champ de je sais pas quoi parce qu'il avait envie d'y aller. C'est un peu bizarroïde, mais ouais, son chien s'enfuit pour une raison X. Euh, Rouge décide de l'aider un petit peu grâce à son flair. Et alors qu'ils partent à sa rencontre, il tombe sur Zelena et qui a kidnappé Toto. Oui, parce que c'est juste après que Zelena est retournée dans le pays d'Oz par le sort de Regina. Et je sais pas, c'est pas clair, peut-être qu'elle a attiré Toto avec un truc, c'est pas dit, mais voilà quoi, elle a capturé Toto et elle dit à, à Dorothy, rends-moi mes pantoufles magiques, parce que oui, elle va s'en servir, c'est de ça qu'elle va se servir pour retourner à Storybrooke. Ok, c'est pas du ta gueule, c'est magique, j'ai réussi, et j'explique pas pourquoi. Ils expliquent, je me rétracte là-dessus, très bien. Voilà, je m'excuse à ce niveau-là. Ouais, elle veut forcer ça, mais apparemment, elle a dit non. Il se passe un espèce de bond dans le temps dans les flashbacks, c'est-à-dire que elle lui fait cet ultimatum, mes souliers contre le chien, et puis tiens, le flashback suivant, elles sont séparées, les filles, ok. D'autant plus bizarre que, ouais, Dorothy veut repartir à la recherche de Toto en utilisant le flair de Rouge, seulement cette fois Mulan va rester toute seule dans son coin parce que un moment très très important autour de ça, il faut qu'elles soient toutes les deux, Rouge et Dorothy, pour qu'il y ait une connexion qui se crée. Et c'est là que elles racontent leur vie, quoi. Elles se racontent leur vie comme ça. Il y a Rouge donc, qui raconte ce qui lui est arrivé, le fait qu'elle a tué son petit copain, elle a été bannie, et il lui est arrivé des tonnes de petits trucs. Et Dorothy qui raconte le fait qu'après être retournée au Kansas, la première fois dans le premier flashback où on l'a vu, ben, tout le monde personne ne l'a cru et on a voulu l'interner. Ouais, hein, un repompage sur l'histoire d'Alice dans Once Upon a Time in Wonderland, hein, un petit peu quand même. Et donc, ouais, il y avait que sa tante M qui l'a cru, qui veillait sur elle et tout et tout. Et c'est à cause de ça, hein, une des raisons qui a fait qu'elle est revenue. Comme je le dis, hein, ça fait très recopiage de l'histoire d'Alice dans Once Upon a Time in Wonderland. Hein. Hein, étant donné que ça va durer qu'un épisode, j'imagine qu'ils se sont pas dit, oh, on va essayer de trouver une histoire originale. Et donc voilà, en se racontant leur vie, elles commencent à être un petit peu à sentir une espèce de lien qui se crée entre elles, un lien très particulier. Et c'est juste après ça qu'elles sont attaquées par les singes volants et que ça les force à rebrousser chemin. Voilà, et étant donné que Rouge a été obligée de se transformer en loup, elle se dit, ah, peut-être que je l'ai effrayée, peut-être que elle ressent pas pour moi ce que je ressens pour elle à cause de ça. Et Mulan lui dit, ah, si tu ressens ce genre de choses pour elle. J'aime bien la façon dont ils sont super cryptiques, c'est-à-dire, ah, ils disent pas, ah, je suis amoureuse d'elle ou quoi que ce soit. Je ressens quelque chose de spécial envers elle. C'est bon, dites qu'elles sont amoureuses, c'est bon, ça se voit, même si c'est super rapide et tout, mais c'est clairement ça, ce sur quoi vous partez, c'est pas la peine de nous faire ce suspense, quoi. Et c'est là que Mulan lui dit, ouais, moi aussi, je comprends ce que tu ressens, j'ai voulu tenter ma chance avant et j'ai loupé le coche. Sachant que, ouais, t'aurais loupé le coche même si t'avais pas découvert qu'Aurore était enceinte, quoi.
Aurore et Philippe étaient voués l'un à l'autre. Même quand tu as rencontré Philippe la première fois, ils étaient liés l'un à l'autre, ces deux-là. Donc, c'était raté pour toi dès le départ, hein, Milan, sans vouloir être vexant. mais ouais, donc il s'est dit, ah ouais, il faut que tu lui dises ce que tu ressens, mais juste à ce moment-là, alors que Rouge dit, ouais, je vais lui avouer mes sentiments, Dorothy a disparu, parce qu'en fait, elle était partie rechercher Toto d'elle-même, dans le même coin que d'habitude, c'est-à-dire l'endroit où il y avait le magicien d'Oz, où elle est toujours, Zelena, donc c'était bien la peine de faire cette espèce de jeu. Ah, il faut que je piste l'odeur de Toto et tout. Si elle savait directement où c'était, quoi. Mais, et donc, c'est suite à ça que Dorothy se fera avoir par Zelena, qui l'a prise par surprise. Et qu'elle va l'envoûter avec un sort de sommeil éternel. Parce que ouais, ça se fait sans problème, ça. Elle le dit rapidement dans le présent. Elle a piqué le sort dans une page de Regina. Sachant que c'est pas une page de Regina. Faut arrêter les conneries, quoi. Vous savez vraiment pas comment gérer ce truc-là, quoi. Enfin, en tout cas, pas dans la saison 1, quoi. À partir de la saison 2, vous vous êtes dit, ok, c'est un sort générique qu'on peut faire autant de fois qu'on veut. Seulement, voilà le truc. C'est dans cette même saison, peu de temps avant, quoi, vous avez fait une scène avec la sorcière d'Hansel et Gretel qui s'est fait avoir par Regina. Et Regina lui dit, oui, mais tu m'avais volé ma pomme empoisonnée, ma pomme enchantée. Je veux dire, si c'est un sort que tu peux refaire sans trop de problèmes, qu'est-ce que t'en as à branler? Qu'elle t'ait piqué ta pomme empoisonnée, pourquoi tu l'as pas fait de toi-même? Déjà que c'était ridicule dans le contexte de la saison 1 sans prendre en compte le fait que ça peut être fait. Maintenant que ça peut être fait sans trop de problèmes et que vous rendez ça aussi simple, ça sert à... C'était complètement... Ça devient encore plus con cet épisode où elle force Hansel et Gretel à piquer la pomme. C'était complètement stupide. C'est le genre de détails de continuité au fur et à mesure des saisons qui vous énervent un petit peu dès lors qu'on est du genre à prêter un peu attention. Donc voilà, c'est histoire de dire. D'autant plus qu'il va y avoir un autre truc par rapport à ça, dont j'en reparlerai. Mais voilà, donc c'est sur ça que ça se termine. Rouge qui est un petit peu ennuyé de voir que Dorothy est pas là. Et c'est apparemment peu de temps après ça, oui, puisque mine de rien ça s'enchaîne assez vite. L'histoire c'est un flashback très récent. Et c'est juste après ça qu'elle a fait une espèce de sort de détection de tornade pour retourner dans le pays des enfers. Là, pour retrouver Zelena où elle se trouve. Voilà, c'est pour ça qu'elle se retrouve aux enfers. Et ça m'amène à certains trucs un peu ta gueule c'est magique de cet épisode, c'est-à-dire, bon, c'est pas vraiment incohérent parce qu'on n'avait encore jamais rien vu pour le contredire, mais et ça rend ça rend les enfers pas si extraordinaire que ça, c'est pas une prison si extraordinaire que ça dont s'échapper si on peut s'y rendre par souliers magiques d'Oz. Sérieusement, les souliers magiques d'Oz, c'est super puissant cette merde, hein. Ça peut aller vraiment n'importe où quand on le souhaite, et on le découvre plus tard. On peut même emmener qui on veut. C'est même pas une seule personne, quoi. Non, qui on veut, quoi. Il suffit d'agripper le bras de quelqu'un et paf, clac, on les claque 3 fois et on va où on veut. Putain, c'est le sort de téléportation ultime, hein, ces pantoufles là. Waouh! Donc, c'est. Histoire de dire, quoi. Donc, ouais, elle raconte un petit peu tout ça. Tout le monde vient voir Zelena pour lui demander ce qu'elle a fait de Dorothy. Donc, elle leur montre, elle est prise dans le sommeil éternel. À nouveau, c'est pas clair, quoi, de la part de Zelena. Il y a 2 épisodes, elle s'est dit, ah ouais, je vais reprendre mon fils, mais en fait, non, elle essaie de la jouer cool, détendue. Je m'assagis et vous jugerez que mon fils sera bien pour moi. En gros, c'est ça, quoi. Et donc elle se sent un peu coupable par rapport à ça, elle essaye à nouveau de garder son côté garce et tout, mais Gisèle lui dit, ok, si tu me donnes ces souliers de verre, tu vas gagner des points et peut-être que tu pourras revoir ton fils. Voilà, donc ils essaient vraiment de nous la jouer Regina Bis avec Zelena dans cette espèce de façon de cette voie de rédemption, et je sais pas trop, ça fait redondant déjà, et puis comme je l'ai dit, hein, Zelena, c'est pas sensationnel comme personnage, donc elle accepte, Zelena, de leur donner les pantoufles parce qu'elle veut bien se faire voir, hein, elle essaye un petit peu de se racheter,
vaguement, c'est moyennement clair à certains points. J'ai toujours du mal à saisir ce qu'elle veut, Zelena, en fait. Et donc ils se disent, ouais, pour arranger ça, il y a besoin d'un baiser d'amour sincère. Et donc, ouais, il y a cet Anthem qui se trouve ici, qui pourra peut-être l'aider. Hein. On va essayer de lui prendre magiquement son baiser d'amour sincère dans une espèce de fiole. Voilà. Ils savent rapidement où se trouve la Tantème grâce à la sorcière d'Ansel et Gretel, parce qu'elle sait tout. C'est l'informatrice du coin, elle sait où se trouve tout le monde. Ouais, en fait, la Tantème tient un autre bar qui concurrence le bar de la sorcière, et donc ils s'y rendent. Va très vite, à tel point que je sentais clairement que ça n'irait pas très très loin à ce niveau-là. Tantème est tellement expédié dans cette scène. Donc ils lui disent rapidement: Oh, votre, votre nièce Dorothy a besoin de vous. Vite, mettez un baiser dans cette fiole et nous pourrons retourner la sauver. Et très vite, elle s'y plie, quoi. Elle dit quasiment rien. Elle essaye, mais juste après, juste au moment où elle met ses lèvres là-dessus, elle est transformée en flaque d'eau blanchâtre parce qu'en fait, à un moment donné, je ne sais pas quand, Hadès a versé de l'eau du lac des âmes perdues sur le flacon, et donc ouais, ça a damné l'antenne pour toujours. Il peut faire ça. Et c'est un petit détail aussi à la con qui commence à me gêner un peu, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut faire et ne pas faire, Hadès? Je me pose la question. Sincèrement, et qu'est-ce qu'il peut... Il peut pas s'en prendre directement à notre groupe, apparemment. Apparemment, ok, certes, je veux bien. Seulement, voilà quoi, si c'est juste une question de ils sont vivants et donc je peux rien leur faire dans les enfers, tu peux t'en prendre sans trop de problème aux âmes de tes enfers. Tu peux les balancer dans les flammes comme tu l'as fait avec le capitaine John Silver à un moment donné. Tu peux comme on le voit là, tu peux les asperger d'eau du lac d'oubli, du lac des âmes perdues sans problème pour en faire des âmes damnées. Et au passage, ça n'a pas l'air de gêner ton royaume là. Le truc là qui te pose problème, c'est le fait qu'il y ait des âmes quittent ton royaume, mais à ce moment-là, tu pourrais facilement damner des centaines d'âmes sans trop de problèmes si t'as peur qu'elles te gênent un petit peu, quoi. Non, mais c'est la question, c'est le truc que je me demande. Si apparemment ça te pose pas du tout de problème de balancer des âmes dans le fleuve des âmes perdues ou de les balancer dans l'enfer au singulier, je veux dire, pourquoi tu t'embêtes avec des tonnes de trucs alors que tu pourrais facilement exterminer une bonne partie d'entre eux, quoi. Je sais pas, mais le gros problème avec ça, c'est que Killian, aux dernières nouvelles, est toujours une âme morte. Voilà, une âme de défunt, quoi. Donc il pourrait facilement s'en prendre à Killian, Tess. Il pourrait facilement faire échouer tout espoir chez nos héros, tout simplement en tuant Killian. En l'envoyant soit en enfer, soit en le faisant toucher de l'eau du lac d'oubli, du lac des âmes perdues. Surtout de l'eau du lac des âmes perdues, puisque ce truc-là, c'est super méga puissant, quoi. Ça vous donne à la vie. Alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils vont trouver un moyen de défaire ça, peut-être qu'ils vont sauver Tante M et Mila, et sait-on jamais, peut-être, mais ouais, sur le coup, ça a pas l'air d'être le cas, quoi. Donc ouais, je comprends pas, quoi. Par rapport à ce qu'il peut faire et pas faire, c'est pas super clarifié. Déjà, hein, ce qu'il peut faire et pas faire, Hades. Et même par rapport à ce qu'il semble pouvoir faire, je comprends pas pourquoi il s'en prend pas directement à Killian. Je comprends pas. Non, non, non. Ouais, donc manque de clarté, gros manque de clarté pour moi, c'est un peu dommage, quoi. Il y a certaines règles qui auraient mérité d'être bien clarifiées et fixées pour que la cohérence de cet arc passe bien. Mais là, ça commence un petit peu à s'effriter, et pas mal même à s'effriter, donc ça me gêne pas mal depuis quelques temps. Donc ouais, donc Tantème ne peut pas être celle qui va sauver donc Dorothy. Oh, je l'avais pas vu venir, surtout avec la façon dont ça a été expédié, sa rencontre avec les autres. Et c'est là que Blanche-Neige lui dit: Ah, j'ai vu comment tu t'inquiètes pour elle, c'est toi.
qui pourra peut-être la libérer de son sommeil éternel avec ton baiser d'amour sincère, parce que vous êtes connus pendant une petite demi-journée et ça suffit, quoi. On est Disney, hein, ça suffit ce genre de truc. Et donc, alors qu'il s'apprête à partir, et que, ah oui, une toute petite intrigue autour de ça. La cabine téléphonique qui permet de parler aux vivants du monde des morts a été démantelée par Hadès, par Cruella sur les ordres d'Hadès, et donc ils peuvent plus parler aux vivants, et donc ça inquiète, ça inquiète Blanche-Neige et David qui veulent pouvoir veiller sur lui. Donc ils se disent, ouais, il faut qu'on parte. Seulement voilà, le nom de Blanche-Neige est gravé sur une des pierres tombales, elle ne peut pas partir, elle est bloquée. Ce qui, je sais pas trop, Emma n'a pas fait son sort pour défaire les noms, parce qu'elle n'a pas eu le temps, quoi. Elle a été interrompue par la tornade qui a amené Rouge. Voilà, et donc je pose une question toute bête. Pourquoi t'as pas essayé après? Je veux dire, pourquoi t'étais sûr que ce serait un sort qui marcherait, sachant que t'étais pas censé avoir ce sort-là avant, c'était venu en tête comme ça. C'était juste une fausse piste, une espèce de faux semblant qui servait juste à t'amener ici pour que vous découvriez Rouge. Ce rêve prémonitoire était bizarre, vraiment bizarre, et j'ai le sentiment qu'il ne sera pas particulièrement expliqué, à part pour dire ah, c'est la sauveuse, elle a ce genre de pouvoir maintenant. D'accord. Mais ouais, donc elle peut pas changer ça, et donc David ne peut partir que tout seul. Ça avait un moment plutôt joli entre lui et Kylian, où Kylian se dit ouais, je ne voulais pas être sauvé, et je ne voulais certainement pas qu'Emma vous entraîne avec elle là-dedans, et où David dit oui, j'ai confiance en ma fille, je m'inquiète beaucoup pour elle, et je pense que je me suis un peu attaché à toi aussi. C'est un petit moment relativement touchant entre ces deux-là. J'aime bien qu'il fasse ça. Voilà, c'était plutôt joli à ce niveau-là. Et puis ça amène Kylian à respecter un souhait de David, c'est-à-dire que, étant donné que son crochet a été enchanté, ou sa main, je sais plus, pour pouvoir graver les noms sur la tombe, il décide de rayer le nom de Blanche-Neige et de graver le nom de David à la place, pour que ce soit Blanche-Neige qui puisse veiller sur sa fille. Et c'est un moment très touchant. À un moment donné, je me suis dit, ah, peut-être qu'il pourrait graver un autre nom, mais je veux dire, ouais, quoi, qu'est-ce qui reste? Il reste Henri. Ils allaient pas condamner Henri, et puis Robin des Bois est pas là, il est pas là pour se défendre et tout. Il est dans les bois avec sa fille, en la nourrissant, je ne sais pas comment, mais il arrive à la nourrir. Donc c'est pas des personnages que les gens adorent, et ce serait compliqué de les garder. Donc oh, ils sont dans les bois quelque part. On va pouvoir se passer d'eux pendant quelques épisodes. Mais voilà, donc il n'y avait pas énormément de choix. Donc ouais, c'est compréhensible en fait qu'il échange le nom de Blanche-Neige contre le sien. Et donc ça amène une scène d'au revoir plutôt jolie, où Blanche-Neige décide de partir, et où donc David décide de rester. On voit à nouveau le caractère très dévoué, prêt à se sacrifier de David, que j'aime vraiment, vraiment chez le personnage. Et puis je suis bien content qu'il reste là, parce que il y a peut-être possibilité qu'il cimente encore un peu plus son duo avec Kylian. À nouveau, je trouve qu'ils ont la possibilité de faire un très bon duo, et c'est ce genre de petites scènes que j'ai vues entre deux qui me donnent vraiment envie de voir ça aller plus loin. Et donc voilà, alors qu'ils partent, ils arrivent donc dans le pays d'Oz grâce aux souliers magiques. À nouveau, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas demandé à Henri de les accompagner ou un truc comme ça pour qu'ils soient hors de danger. Je veux dire, ouais, elle peut emmener qu'une seule personne. Ça, à nouveau, la façon qu'ils ont de traîner Henri dans leur merde, je trouve ça un peu trop nonchalant, quoi. Ils auraient au moins pu mettre une petite scène où Henri dit non, je veux rester, je veux être utile pour vous grâce à mes histoires, parce que la seule chose que je fais, c'est juste vous donner des nouvelles de ce qui se passe hors des enfers, hein. C'est à peu près la seule chose qu'il fait, quoi. Ce qui est pas, c'est pas indispensable pour l'histoire, personnellement, je trouve, mais voilà. Donc ouais, il y a que Blanche-Neige et Rouge qui partent. Rouge fait son gros baiser d'amour sincère à Dorothée,
Et voilà, donc elles s'aiment, elles vont finir ensemble et tout, le pays d'Oz va vivre des super beaux jours, etc. Et on apprend aussi via le livre d'Henri que Blanche-Neige est également retournée à Storybrooke pour veiller sur son fils, Neil. Et, ok, et juste un truc, qu'est-ce qui empêcherait une autre personne d'utiliser les pantoufles magiques pour retourner aux enfers, puisque les pantoufles magiques elles sont super puissantes, pour ramener les autres après coup. Voilà, je veux dire, ça paraît être un truc vachement puissant cette merde. D'ailleurs, ouais, il y a un sort de localisation par tornade que Rouge a lancé. Ce genre de truc, est-ce que ça marche aussi à partir des enfers? À nouveau, quoi, je pose la question parce que c'est tellement cheaté ces trucs-là que ça pourrait leur être d'une grande, très grande utilité. Je veux dire, si les souliers marchent dans n'importe quel monde, on pourrait facilement les utiliser pour aller aux enfers directement, techniquement, je pense. Et dans le même ordre, la tornade magique de pistage, si elle a été utilisée pour aller aux enfers, elle peut très bien être utilisée pour sortir des enfers. Donc juste un truc au moment où leurs noms seront plus gravés sur les pierres, ils pourront facilement utiliser ces trucs-là. Voilà, j'espère qu'ils vont pas nous balancer un truc, il faut qu'on trouve une barque pour quitter les enfers et tout et tout. Quoi, ils ont déjà des tonnes de possibilités pour ça. Enfin bon, voilà, apparemment c'est rideau pour Rouge, j'ai l'impression. Voilà quoi, elle va vivre heureux avec son amoureuse qui n'a été introduit qu'il y a 2 épisodes et avec laquelle on l'a vu interagir que pendant 7 épisodes-là. Donc ouais, une histoire d'amour très 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 forte, très profonde. En toute honnêteté, ouais, je trouve qu'elle passerait encore mieux avec Well, avec le docteur Frankenstein. Je pense sincèrement que la petite alchimie qu'ils ont créée dans l'épisode autour de Frankenstein était plus intéressante que cette espèce de romance forcée où ah Rouge, je ne sais pas ce que je recherche, j'ai besoin d'une attache et oh j'ai trouvé mon attache en cette femme que j'aime. C'était très forcé, très rapide et je suis sûr que la seule raison pour laquelle les gens vont essayer de défendre ça, c'est parce que c'est une romance entre deux femmes. Voilà, donc c'est joli, hein, c'est bien de montrer cash une romance entre deux femmes cette fois, c'est bien, mais ouais, il y a des façons plus poussées, plus développées de faire ça que un épisode où on les montre rapidement nouer des liens, et je dis bien rapidement. C'est pas. J'ai connu 100 fois plus développé que ça. Je trouve que, ouais, avec Frankenstein, déjà le courant passait mieux, la chimie était un petit peu mieux faite, et il y avait moyen au moins d'imaginer qu'il s'est passé un certain temps où ils ont appris à se connaître un peu plus. Enfin bon, c'est juste moi, hein, je suis sûr que il doit y avoir beaucoup de gens qui sont des fans du couple Dorothy Rouge, malgré le fait que c'est clairement là juste pour donner une conclusion d'un épisode à Rouge, qui en soi n'est pas trop mal. Mais elle n'est pas trop mal cette conclusion, c'est juste que j'ai connu bien mieux comme romance, hein, même comme romance instaurée en l'espace d'un épisode, hein. Bien mieux. La seule chose que j'espère, c'est que suite à ça, Mulan a suivi Blanche-Neige. Ce serait cool. Je pense qu'on n'a jamais vu Mulan à Storybrooke en fait. C'est ça qui est dingue quoi. On a vu Mulan des tonnes de fois, mais jamais à Storybrooke. Ce serait intéressant. Donc ouais, peut-être qu'elle retournera à Storybrooke. Ou qui sait, peut-être qu'elle va rester à Oz et qu'elle va faire quelques réapparitions si elle est là, histoire de dire ah, je suis un perso de soutien. Ouais, j'aimerais tellement qu'il développe un peu plus parce que je trouve que l'actrice est sympathique et qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa autour d'elle. Mais ça va pas loin avec ça, c'est un peu dommage. Enfin bon, c'est pas tout à fait terminé parce qu'il y a une petite intrigue en plus de ça. Alors, autour de Belle et Rumpelstiltskin, juste après l'épisode avec Gaston, où Belle s'en veut d'avoir tué accidentellement Gaston pour protéger Rumpel, sachant que s'il l'avait pas fait, ben Rumpel serait mort. Enfin, c'est pas ça en fait. C'est juste que t'as été un petit peu conne et que t'as pas eu de chance qu'il se soit pas accroché aux planches ou que. Enfin, j'en sais rien quoi. C'était juste une scène très très forcée. Je le redis tout, je le redis vraiment. Mais enfin bon, elle veut pas encore tout à fait faire confiance à Rumpel par rapport à ça. Elle se dit que ça ira pas assez vite avec lui. Et tu penses que ça ira plus vite avec d'autres personnes? Je veux dire, c'est le putain de ténébreux. En termes de pouvoir, je suis sûr qu'il doit dépasser Hadès, surtout vu qu'il a, comment dire, le pouvoir d'énormément de ténébreux en lui, quoi. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui peut faire les choses vite, techniquement, ça doit être lui.
Mais elle se dit non, je veux pas lui faire confiance et tout et tout. Pendant un instant, j'ai cru qu'il pouvait faire. J'ai cru qu'il pouvait faire évoluer ce couple et sauver les meubles de façon à ce que ce soit pas trop ennuyeux, mais là ça commence à devenir un petit peu... Et donc elle décide d'aller voir Selena après ça pour lui parler du fait que elle aussi attend un bébé, et donc tu devrais savoir ce que ça fait de risquer de perdre son bébé et tout, tu dois trouver un moyen d'empêcher qu'Hadès me le prenne. Et c'est là qu'elle se rend compte, ouais mais si Emma t'a fait faire une grossesse accélérée, peut-être qu'Hadès pourrait me le faire. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour empêcher ça? Et c'est là que Selena lui parle du sort de sommeil éternel, et comme quoi ça va vraiment tout bloquer. Mais vraiment tout bloquer. C'est-à-dire que son corps bougera pas, le corps de son fils bougera pas, lui aussi, hein, il sera pris dedans, ouais, il fera un sommeil éternel sur son petit fœtus. Et ok, elle se dit très bien. Je, j'ai eu un épisode où j'ai pas servi à grand chose en fin de compte, la seule chose que je vais faire, c'est juste rester endormi le reste de la saison. Hein. Je suis un personnage important. Et donc voilà, elle en parle rapidement à Rumpelstiltskin en lui disant voilà, je vais me piquer devant toi et j'aurai le temps de me piquer avant que tu réagisses. Je suis désolé quoi, rien que le temps que tu fasses ton petit speech, il a eu largement le temps de t'empêcher de faire ça. Hein. C'est juste que c'est la mise en scène qui le veut, mais bon. Et, et donc il lui dit ouais, je sais que tu ne pourras pas être l'homme que j'aime. Tu ne pourras plus être l'homme que j'aime maintenant. Donc, donc elle décide, ouais, je veux que tu demandes à mon père de m'embrasser. Hein, sur les joues, j'imagine, j'espère, quand tu me ramèneras à Storybrooke pour qu'il le fasse. Ouais, t'as encore un amour sincère envers ton père après ce qu'il t'a fait dans la saison 2, apparemment, c'est bien. Tant mieux. Je sais pas, c'est un petit peu un trou duc son père. Moi, à sa place, je sais pas il y aurait vraiment un amour sincère entre deux. Peut-être que son père l'aime sincèrement, j'ai du mal à comprendre qu'elle l'aime encore sincèrement, mais c'est histoire de forcer le trait, ouais, il y a pas grand monde. Ouais, mon père, quoi, ça passe un petit peu, quoi. Parce que sinon il y a rien de particulier, donc son père. Oh. Ok, donc c'est pas, pas sensationnel comme truc. Je vois le genre, c'est un espèce de petit sacrifice du moment pour faire gagner du temps à Rumpelstiltskin. Et dans le genre, ben, ouais, c'est pas sensationnel pour moi. Voilà. Alors on a un dernier petit moment autour de Zelena et Hadès, où suite à sa discussion avec Belle qui lui dit ah pourquoi tu n'essayes pas de trouver ton bonheur, ne n'abandonne pas ta fin heureuse, essaye encore de la chercher. Et c'est ça qui l'a convaincu de se rendre auprès d'Hadès pour essayer d'être en couple avec lui. Donc ouais, ils essaieront de récupérer son enfant par des moyens, par d'autres moyens. Donc à nouveau, je sais pas, ça s'arrête pas de passer d'un camp à l'autre pour elle. Je sais plus quoi. Je sais plus, à un moment donné, faut décider sur ce que veut Zelena. Ou alors elle essaye de jouer double jeu. Elle essaye de l'avoir par surprise, histoire de bien se faire voir du groupe et qu'il lui pardonne et qu'elle puisse voir sa fille après coup. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je... c'est un épisode correct. Il y a quelques bonnes interactions, quelques bons moments. Je veux dire, le moment entre David et Killian était sympathique. Le moment où Hadès transforme Tante M en liquide blanchâtre, même si en termes de ce qu'il peut faire, pas faire, c'est un petit peu discutable, bah, j'ai bien aimé le fait qu'il soit servi de ça pour intimider les autres et leur dire, ok, si quelqu'un aide notre groupe de héros, voilà ce qui lui arrivera. Notre volontaire, c'est bien ça, c'est une façon d'intimider les gens qui est plutôt pas mal. Il y a deux, trois petits moments comme ça qui sont pas mal. L'histoire d'amour avec Rouge et Dorothy était acceptable. Ouais, correct, ouais, un épisode correct sans plus. Voilà, j'ai le sentiment que ça va être ça, du correct. Ça va être le ressenti que je vais avoir le reste de la saison. C'était déjà beaucoup mieux que le premier arc, hein. Beaucoup mieux, je vais pas le nier, mais voilà, là où c'était déjà parti en couille dans le premier arc, là ça continue à être un peu correct. Donc
Ok, c'est déjà bien, hein, j'espérais un peu plus avec le début, mais... Sait-on jamais, peut-être que vous me surprendrez à la fin. À très bientôt pour l'épisode suivant. Ciao!